Alors c'est le moment de parler du budget encore une fois. De parler politique budgétaire. On en parle tout le temps, hein. C'est un peu le grand feuilleton de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Le budget, en fait c'est le grand feuilleton qui a commencé déjà il y a 1 an et demi, enfin il y a 1 an, déjà sous Michel Barnier, puis sous Bayrou, puis sur le Lecornu 1, puis sur le Lecornu 2, déjà le 4e gouvernement. On est encore dans ce truc budgétaire, mais là il y a un petit peu du nouveau. C'est un peu en train de bouger, notamment parce qu'il y a une taxe. Une taxe qui a été votée à l'Assemblée nationale, y compris avec le Rassemblement national, c'est la gauche et le RN qui l'a votée, qui rapporterait 26 milliards aux finances publiques en taxant les multinationales, quoi. Donc 26 milliards, c'est vraiment beaucoup, hein. Pour la fameuse taxe Zuckman dont on parle en permanence, c'était censé rapporter entre 15 et 20 milliards. Et là, il y a une taxe, on ne sait pas trop d'où elle sort, on n'en a jamais parlé, qui rapporterait 26 milliards en taxant les multinationales. Est-ce que les macronistes vont voter ça? Est-ce que le MoDem va voter ça? Est-ce que LR va voter un budget où il y a ça dedans? Ça paraît un petit peu bizarre, hein. Non, c'est 26 milliards, j'ai le chiffre sous les yeux. Ça paraît un petit peu bizarre. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Et est-ce que cette histoire de budget serait pas en train de foncer dans le mur comme titre Mediapart? Aujourd'hui même, le 29 octobre, donc c'était hier, un article de Pauline Graul, à l'Assemblée, les discussions budgétaires foncent dans le mur. Parce qu'il y a un peu cette idée-là, où si le budget va un peu trop vers la gauche, notamment en taxant un peu trop les riches, et ben en fait la droite va pas vouloir le voter. Et si le budget reste trop à droite, ce qui est le budget initial de la Macronie, et ben la gauche, y compris le PS qui a sauvé le cul de Lecornu, ne voudra pas le voter non plus. Et donc là, on se retrouve dans ce cas de figure où personne va être content à la fin. C'est le fameux budget Frankenstein, comme on dit, le budget patchwork, où du coup, c'est ni vraiment un budget de gauche, ni vraiment un budget de droite, ni vraiment un budget de où que ce soit. Personne ne va être content, il va pas voter. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. En quoi ça modifie la donne, un peu ce vote des 26 milliards en plus? Pourquoi le RN l'a voté aussi? Et est-ce que tout ça, c'est pas le signe que ça va mener à rien et le budget ne sera pas voté à la fin? Ce fameux budget de compromis, au final, sera insatisfaisant. Et si le budget n'est pas voté, qu'est-ce qui se passe après? Censure, pas censure, dissolution, pas dissolution? Avant qu'un budget soit passé en ordonnance, le budget serait passé en force quand même? Sur la base de quel texte? Avec quel amendement? Une commission mixte paritaire? C'est compliqué tout ça. En tout cas, une chose est d'ores et déjà sûre, mais on va lire l'article, c'est que tout ça, ça sent un peu le caca. Ça sent un peu le caca et ça va mener nulle part. Je pense, en tout cas. C'était adopté avec l'abstention comme le budget Barnier? Eh ben, on va regarder. On va regarder tout ça, justement. Cet article de Mediapart va nous aider à mieux comprendre. En tout cas, déjà, on peut commencer déjà en regardant Marc Fesneau. Marc Fesneau du MoDem, hein, donc il fait partie de Feu le socle commun. Voilà, le MoDem, c'est Bayrou. Le MoDem a vraiment gouverné avec Macron depuis le début, depuis 2017. Et Marc Fesneau a dit, taxe sur les multinationales, je ne vais pas voter un budget bolchevique. 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 T'es sûr de toi, Marc Fesneau? Tu veux pas voter un budget bolchevique? Moi, j'aimerais bien voter un budget bolchevique. Je suis pas député. Mais s'il y avait vraiment un budget bolchevique, je serais chaud, hein. Mais le budget bolchevique, c'est pas taxé à hauteur de 25% les multinationales qui font du bénéfice en France, hein. Un budget bolchevique, c'est on socialise les moyens de production, on exproprie sans compensation la bourgeoisie possédante pour donner les moyens de production directement aux travailleurs. Ça, c'est bolchevique, monsieur Marc Fesneau. Ça, c'est Fesneau, pardon. Ça, c'est bolchevique. Donc là, va falloir arrêter d'utiliser des mots que vous ne comprenez pas, monsieur. Un budget bolchevique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En tout cas, voilà, le mot est lâché par Marc Fesneau qui ne veut pas voter un budget bolchevique. Du coup, qui va voter le budget? Si même le MoDem ne veut pas voter le budget, qui va voter le budget à la fin? Personne. Et tout ça, ça pue un peu le caca, si vous voulez mon avis. Mais le mieux, ça serait de lire cet article de Mediapart. Ça serait le plus simple. Sachant que j'ai 2 autres petits extraits que j'ai mis de côté. Éric Coquerel, du coup, qui explique un petit peu ce fameux texte-là. La taxe Zuckman sur les multinationales. Est-ce que c'est vraiment une taxe Zuckman? Je sais pas très bien. Justement, on verra un petit peu plus en détail avec Éric Coquerel. Et j'aimerais aussi regarder la réaction de Prisca Thévenot, qui du coup est en mode c'est honteux ce que vous faites, taxer 20 milliards d'euros de taxes en plus. Non mais folie fiscale. Sachant qu'en plus, étant donné que le Rassemblement national a aussi voté cette loi, qui rapporterait 26 milliards, on sait pas trop exactement, aux finances publiques, et du coup c'est l'occasion de refaire un numéro de Mélenchon-Le Pen. Même combat, même folie fiscale. Sachant qu'à côté de ça, Bardella, hier, il était dans les grandes gueules, ça on le regardera après, en train de dire on taxe trop les Français, je suis pour le travail et réduire les impôts. Donc tout ça n'a aucun putain de sens, tout ça n'est qu'un jeu de posture, cessons ces farces de baladins. Mais du coup, pourquoi le RN a voté ça? Intéressant, c'est ce qu'on va voir en lisant cet article. Let's go. Ils voient un impôt, ils s'évanouissent, les centristes. Oui, voilà, ils sont en mode tout impôt, toute hausse de taxes, c'est pas bien, parce qu'on est déjà le champion du monde des taux de prélèvement obligatoires, champion du monde des impôts et de la dépense publique. Bah oui, on a la sécurité sociale, il y a plein de gens qui nous l'envient. Vous êtes pas contents? Ma France, elle est comme ça. Ma France,
mon pinard, mon camembert, ma sécurité sociale, voilà, mes manifs, mes grèves de cheminots pendant les vacances de Noël. C'est ça ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà. Oui, ils ont voté le RN, ils l'ont voté. Mais le RN a fait ça par populisme. C'est en mode genre, non mais c'est sur les multinationales, nos petits entrepreneurs et nos classes moyennes ne sont pas concernés. C'est un jeu de dupes, c'est un jeu de posture, pour être en mode on est contre le système, nous on est auprès des petites gens. Derrière il y a R, quoi. Derrière il y a rien. Mais bon, voilà, on va lire l'article, justement, ça sera l'occasion de parler de tout ça et de tenter de comprendre ce qui se trame finalement. Voilà. Donc, à l'Assemblée, les discussions budgétaires foncent dans le mur. Après le vote d'un amendement de 26 milliards... Combien ? 26 milliards dans la partie recettes du projet de loi de finances, les chances de voir le budget adopté s'amenuisent encore. Les négociations directes entre Olivier Faure et Sébastien Lecornu irritent de plus en plus les parlementaires, tant à gauche, évidemment, que dans le camp macroniste. Donc d'un côté, le budget, il risque de pas être voté parce que là, il y a des amendements qui sont passés un peu contre toute attente qui font que la droite va pas vouloir le voter. Et en plus, là, cette espèce de négociation, cette fameuse trahison du PS, Olivier Faure et Sébastien Lecornu sont là et essayent de s'arranger pour faire atterrir le budget, n'est-ce pas ? C'est le terme qu'ils avaient utilisé. Ça casse les couilles à gauche, ça on le savait déjà, mais même dans le camp macroniste, ça leur casse les couilles. Pourquoi ? Parce que les macronistes, c'est des gros droitards. Ils veulent pas un budget de compromis avec le PS. Ils sont en mode, ben non, on voulait un budget où on augmente les impôts des classes moyennes et on réduit la dépense publique pour faire des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et tenter de réduire le déficit. C'est ça qu'ils voulaient faire, les macronistes. C'est ça leur projet. Parce que c'est notre projet. Et du coup, ils se retrouvent à faire un budget de compromission. Le Cornu, il fait des deals avec Olivier Faure. Évidemment que ça énerve la gauche, LFI en particulier, mais ça énerve aussi le camp macroniste. Donc c'est intéressant, et cet article va un petit peu... voilà, c'est un reportage, en plus il y a peut-être des nouvelles infos dedans, des nouvelles bouts d'interview, enfin des phrases récupérées au Palais Bourbon de la part de députés. Donc je pense que ça va être assez intéressant, et pour voir à quel point toute cette histoire de budget Le Cornu, ça sent le caca. Ça sent le caca très fort, et on peut dire du coup, le PS, vous avez vraiment fait tout ça pour rien, vous êtes des couillons. Allez, c'est parti. C'est un petit coup de théâtre, et peut-être même un coup de grâce porté aux discussions budgétaires à l'Assemblée nationale, 4 jours à peine après le début de l'examen du projet de loi de finances en séance publique. Donc là, c'est sur le volet recettes pour l'instant. Après, il y a le volet dépenses. Donc là, en gros, on voit qui on taxe, comment on les taxe, etc. Le volet dépenses, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout cet oseille, de l'argent public, dans quel service public on le met, où est-ce qu'on fait des économies, où est-ce qu'on augmente, etc. quoi. Et après, il y a aussi le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, où c'est des discussions budgétaires séparées. Voilà. Merci Absinthe the Children, merci beaucoup pour ton 8e mois. La scène s'est déroulée un peu avant 20h le mardi 28 octobre, avec l'arrivée d'un amendement porté par le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, qui est aussi président de la Commission des Finances, mais qui était aussi porté par sa collègue du groupe écologiste Clémentine Autain et le communiste Nicolas Sansu. Attendez. Éric Coquerel porte un amendement avec Clémentine Autain, mais je croyais que la traîtresse Clémentine Autain ne pourrait plus jamais rien faire avec LFI et qu'elle était déjà avec le PS pour tenter de corneriser la France Insoumise. Comme quoi, dans le cadre parlementaire, parfois les traîtres et les non-traîtres arrivent à s'accorder sur 2-3 trucs. Là, on parle pas du Parti Socialiste. On ne parle pas du Parti Socialiste. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce truc où dans l'action parlementaire, elle n'aurait donc aucune parole. Non, mais c'est même pas une histoire d'avoir aucune parole. Enfin, je veux dire, dans le groupe écologiste, il y a plein de gens qui sont chauds pour faire des taxes en mode taxer les riches. Il n'y a pas que LFI qui le dit. Il n'y a pas besoin d'être turbo-radicaux pour dire taxer les riches, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que dans ce genre de texte, c'est porté. Il y a déjà une forme un peu d'union de la gauche, quasiment. Vous voyez, il y a déjà quasiment un peu une forme d'union de la gauche. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, Clémentine Autain du groupe écologiste et le communiste Nicolas Sansu. Là, on a déjà représenté les 3 formations sans le PS qui pourraient rester dans le NFP si le NFP ressuscite. Voilà. Vous voyez que dans l'action, il y a des moments d'unité qui peuvent se faire. Enfin, pas d'unité, mais il peut y avoir des moments de... Voilà, que ça soit le groupe écologique, que ça soit le groupe communiste et que ça soit le groupe LFI, dans le cadre du travail parlementaire, en vérité, très souvent, ils arrivent à s'entendre. Y compris quand c'est Clémentine Autain purgée de la France Insoumise avec Éric Coquerel, quoi. Donc c'est pour ça que tous les trucs de les purgés de LFI, machin bidule, à un moment donné, je parle dans le cadre parlementaire, dans le cadre du travail parlementaire, pas dans le cadre de la stratégie politique, etc. Mais dans le cadre du travail parlementaire, où normalement, tout ça, on s'en bat un peu les couilles. Quand c'est pour déposer des amendements et voter des taxes contre les riches, en vérité, ils arrivent à s'entendre. Et voilà. Et c'est très bien. Et moi, je trouve ça très bien. Merci Well pour ton 17e mois d'abonnement, merci beaucoup. Alors il y a un train de la hype qui est parti, figurez-vous. N'hésitez pas à faire un train de la hype à me financer, n'est-ce pas? Je tiens à vous dire que je dépends quasiment intégralement de vos dons. Alors là, je suis en train un petit peu de diversifier mes activités et mes revenus, mais j'ai encore au moins les 2 tiers, voire le 3 quarts de mon chiffre d'affaires, c'est les subs. Donc si j'arrête d'avoir des subs, dans tous les cas, j'aurai
plus une thune et je serai obligé d'arrêter et de redevenir prof de maths. Donc n'hésitez pas à me soutenir en lâchant peut-être un petit sub ou en offrant quelques subs si vous le souhaitez. Voilà. Merci à Mourouza pour les 5 subs offerts. Incroyable. On se fait le train de la hype maintenant et après on reprend l'article ou je continue? Bon, vous savez quoi, je vais continuer en plein train de la hype. J'ai un petit peu la flemme de faire un gros train de la hype maintenant. Donc on va continuer tranquillement de lire ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas pour me soutenir à vous sub à la chaîne ou même à offrir des subs ou même à faire des dons dans Stream Elements. Le lien est dans le chat, bien sûr. Et si vous regardez la vidéo YouTube et que vous voulez m'aider, vous pouvez pas faire le train de la hype. N'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos, liker, tout ça. Ok, donc, inspiré des travaux de l'association Attac et de l'économiste Gabriel Zuckman, encore lui, on en reparle tout le temps. Merci Klawarae pour les 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. La mesure proposée par les 3 parlementaires vise à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité effectivement réalisée en France. Ok, c'est les fameuses taxes sur les GAFAM qui évitent l'impôt au maximum. Enfin, c'est pas que les GAFAM, mais c'est beaucoup ce qu'on appelle les GAFAM, les grosses entreprises de la tech américaines qui sont domiciliées en Irlande pour faire de l'optimisation fiscale à fond et qui payent quasiment aucun impôt, y compris sur l'activité qu'ils ont en Europe et en France, et en l'occurrence en France. Donc là, ça serait une taxe un peu comme la taxe Zuckman, mais un peu différente, qui permettrait d'aller chercher cet argent chez les bénéfices des multinationales, mais uniquement sur leurs profits réalisés en France. Donc ça paraît être une mesure de bon sens. Et c'est aussi des trucs qui sont poussés même à l'échelle de l'Union européenne par certains depuis longtemps, notamment Manon Aubry, par exemple, de la France Insoumise, mais d'autres aussi en réalité. Ça, c'est le genre de trucs taxer les riches qui peuvent être consensuels à gauche, de LFI jusqu'au Parti Socialiste. Une personne comme Chloé Ridel, par exemple, du PS, qui est eurodéputée, en vérité, une taxation plancher, une taxation minimum sur les multinationales qui font du bénéfice en Europe, c'est aussi défendu par Chloé Ridel du PS au Parlement européen. Ça serait une mauvaise foi de dire le contraire. Parce qu'il faut bien réaliser un truc, c'est qu'on a une telle situation d'injustice fiscale que aller taxer les multinationales et les méga giga ultra riches, c'est pas une proposition si radicale que ça. En vérité, c'est quasiment une proposition de bon sens. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a trouvé une majorité aussi à l'Assemblée nationale, quoi. Voilà. Et 26 milliards, c'est pas rien. Encore une fois, c'est plus que la taxe Zuckman simple sur les patrimoines des grandes fortunes françaises et pas sur les multinationales qui rapporterait 15 milliards à peu près. Donc c'est pour ça que c'est un peu un coup de théâtre que 26 milliards de recettes supplémentaires aient été votés à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances sur le dos des multinationales, ce qui est très bien. C'est un peu un coup de théâtre et ça va modifier la dynamique de qui va voter à la fin le budget. Vraiment. C'est pas rien. Merci Klawarae, non je l'ai déjà dit, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup. On est au niveau 3 du train de la hype, il reste 3 abonnements pour passer à la suite, ça serait bien de passer au moins au niveau 5, ça serait bien de finir le mois à 800 subs, sans ça, bon, le chiffre d'affaires il aura bien baissé, voilà. On va voir nos objectifs à la baisse, au début on était objectif 1000 subs par mois, là on va passer sur objectif 800 subs par mois, si ça vous va. Franchement je pense qu'on peut le faire, Voilà. Donc n'hésitez pas à me soutenir, bien sûr, let's go. Si le train de la hype n'atteint pas le niveau 5, c'est un peu la honte, si vous voulez mon avis. Voilà. Ok. Donc, les débats s'échauffent rapidement. Citation. « Je crains que cet amendement soit contraire à une directive européenne fixant le taux d'imposition à 15% et non 25%, prévient le rapporteur général du budget Philippe Juvin, issu du parti Les Républicains, donc un homme de droite qui n'aime pas les impôts. C'est compatible avec la législation française et internationale, avance au contraire l'insoumis Manuel Bompard. Si vous vous y opposez, c'est alors que vous êtes d'accord avec l'évasion fiscale. Il a bien raison. Normalement, ça va. Oui, mais l'Union européenne, elle a dit que c'était 15%. Bah, on peut pas faire 25% en France ? On a le droit, non ? Au pire, on désobéit un peu à l'Union européenne, on s'en bat les couilles. Hein. Si l'Union européenne elle est là pour dire taxez pas trop les riches, sinon vous ne respectez pas l'Union européenne, c'est de la merde. Si c'est ça l'Union européenne, c'est de la merde. Voilà, moi je suis pas un Frexiteur, mais par rapport à ça, plus la merde. Hein. Et en vérité, tout ça, c'est Philippe Juvin qui est en mode genre vous voulez taxer les riches en fait, c'est ça, vous êtes jaloux. Alors, on s'en bat les couilles, Philippe Juvin, rapporteur du budget. Ça va, on peut pas mettre une taxe plancher de 25% sur les putains de GAFAM. N'importe quel entrepreneur, n'importe quel patron de PME en France, il paye bien plus de 25% de son chiffre d'affaires en impôts divers et variés. Ça va 5 minutes. Ça va faire quoi ? Ça va tuer les GAFAM si on leur met un petit impôt plancher ? Ça va arrêter d'avoir la verge des milliardaires de la tech de la Silicon Valley au fond de votre gorge. Ou vraiment, c'est insupportable et c'est révulsant. Pardon de le dire. Merci Isaldea, merci beaucoup pour les 5 subs offerts à la communauté. Let's go. Merci beaucoup. Du coup, il nous manque combien ? Il nous manque 3 subs à nouveau ou 1300 bits pour passer au niveau 5. N'hésitez pas. Et s'il y a des gens qui me découvrent un peu aussi aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre tout premier sub sur la chaîne. C'est le mieux, hein, parce qu'après les subs uniques en renouvellement automatique, j'ai moins besoin de faire des gros trains de hype et des appels aux dons tout le temps. C'est un modèle économique qui est plus sain. Je suis moins dépendant de gros donateurs. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez ce stream cool, bah voilà, de lâcher votre sub. Comme ça, vous me soutenez, ça vous coûte pas trop cher et moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Mais si vous voulez offrir 20 subs aussi, n'hésitez pas. Les riches du chat, faites-vous plaisir. Voilà.
Profitez que les découvertes soient encore autorisées pour vous mettre dans le rouge en aidant Ribot. Tout à fait. Alors non, vous mettez pas dans le rouge. Hein. Si vous n'avez pas les moyens de me lâcher un sub, gardez-le pour vous, évidemment. Merci Dodo Fabio pour le Prime. Merci beaucoup. Ok, allez, on continue. Les députés passent au vote. Surprise. Coup de tonnerre. Surprise. Ceux du RN, du Rassemblement National, qui s'étaient abstenus en commission, un raté, Jean-Philippe Tanguy auprès de Mediapart, se prononcent cette fois en faveur de l'amendement, joignant l'envoi à celle de l'ensemble de la gauche, y compris le Parti Socialiste. Voilà. Le résultat est sans appel. 207 voix pour, 89 contre. L'amendement est adopté et les macronistes s'étranglent. Normal. Coup de poker, coup de théâtre. Donc pourquoi c'est une surprise ? Parce que généralement, en gros, en commission, c'est quelques députés qui sont en commission. Et c'est presque un peu comme une répétition générale avant les votes du budget. Parce que tu votes un peu les amendements en commission, en petit comité, avec les équilibres qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale qui sont représentés à petite échelle dans la commission. Et logiquement, le résultat des votes en commission annonce les votes qu'il y aura en séance à l'Assemblée nationale. Vous voyez ? Et donc du coup, le RN avait voté contre cette taxe-là en commission. Bouh, ils veulent pas taxer les riches, c'est droitard. C'est vrai. Et là, ils l'ont voté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils seraient pas dans une espèce de démagogie populo, où comme ils sont dans cette démagogie populo, ils sont obligés de tenir face et de dire bah oui, on va la voter cette loi parce que c'est sur les multinationales qui font beaucoup de bénéfices en France. Et c'est pas des entreprises françaises forcément, c'est des multinationales. Et voilà. Et c'est pour pouvoir dire nous sommes au service des Français qui travaillent, des TPE et des PME de notre beau pays qui font le tissu industriel français. Merci Kevin Razi pour le sub. Merci beaucoup. Jean-Philippe Tanguy vous accueille aujourd'hui sur le stream de Ribot dans la sauce. Qui avant Marine Le Pen a fait entrer dans cet hémicycle la question du pouvoir d'achat ? Ah, ça devrait vous plaire. Ah, ça devrait vous plaire. Merci beaucoup Kevin pour ce raid. N'hésitez pas, installez-vous. En plus, on est en plein train de live. Donc, ce que je vous propose là, pour les Kevin Razos, on peut dire ça comme ça ? Non, ça sonne pas très bien. Pour la commu de Kevin Razi, n'hésitez pas à lâcher des subs sur la chaîne. On est au niveau 4 du train de live. Plus qu'un abonnement pour passer au niveau 5. Let's go, on y va. Donc, j'étais en train de dire quoi ? Oui, voilà. Le RN a voté cette loi qui rapporterait 26 milliards en taxant les multinationales qui font du bénéfice sur le sol français. Tout ça, c'est une posture. C'est vraiment une posture pour dire bah oui, nous, on est du côté des Français qui travaillent et de nos petits patrons de PME qui font le tissu entrepreneurial et industriel français, etc., etc. Les grosses multinationales, oui, il faut les taxer. Voilà. Mais tout ça, c'est que de la douille, puisqu'après, comme je disais, on va regarder Jordan Bardella. Jordan Bardella, il fait que sucer le patronat tout le temps et les multinationales. Il a un discours de droite libérale archi-classique, quoi. Donc tout ça, c'est que de la gueule. C'est toujours pareil avec le Rassemblement National. Il s'essaye à la fois de faire ce numéro d'équilibriste où il suce le MEDEF et le patronat, une politique très pro-business qui est exactement la même que LR et que les macronistes en réalité. Et de l'autre côté, ils font semblant, par démagogie, du côté des petits travailleurs français, quoi. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont fini par voter cet amendement de taxe sur les multinationales. C'est de la communication, c'est que de la gueule en réalité. Il n'y a plus que 20 secondes sur le train de l'hype. Ah, n'hésitez pas, il manque un sub là, ou 300 bits. Si le train de l'hype n'atteint pas le niveau 5, c'est un peu la honte, c'est ce qu'on dit sur Twitch. Voilà. Merci à Aztechno Paris. Aztechno Paris ? Mais je connais AZ Techno Paris. J'ai fait des soirées AZ Techno, sur la péniche cinéma à l'ancienne. Où il y avait l'espèce de psy-prog et de la techno un peu bizarre, très bouncy. C'est fou ça. C'est toi ? C'est bien ça ? Incroyable. Bon bah merci pour le train de live qui n'aura pas atteint le niveau 5. Ah la honte. C'est honteux. Et merci beaucoup pour les subs en tout cas. Merci beaucoup. Ok, alors on reprend, c'est un peu bordélique. Donc oui, l'amendement est adopté grâce au vote du RN et les macronistes s'étranglent. C'est lui la péniche ? C'est quoi ? T'es de Paris, Ribot ? Je suis de région parisienne. Mais on peut lire l'article s'il vous plaît ? Nous venons littéralement d'assommer l'économie de notre pays, lance le député Ensemble pour la République, Pierre Cazeneuve, rouge de colère. Je m'étonne que des groupes parlementaires qui ont vocation à gouverner la France puissent tirer une balle dans le pied des entreprises françaises en ne respectant pas 125 conventions internationales. Bravo à Marine Le Pen. On vivra pauvre, on vivra seul, mais au moins on aura voté un bel amendement. Bravo. Voilà ce que dit Pierre Cazeneuve, donc un macroniste un peu gaze quoi. Enrage le ministre de l'économie Roland Lescure. Attends, c'est Roland Lescure ou Pierre Cazeneuve qui a dit ça ? Ah non, Pierre Cazeneuve, il était rouge de colère. Et là, tout ce que je viens de dire, c'était le ministre de l'économie en exercice, carrément. Il a dit, bah bravo Marine Le Pen, super. On pensait que vous étiez du côté du patronat, et là vous votez un amendement de gauchiste. Eh bah super. On pensait que vous étiez avec nous, Madame Le Pen, sale traître.
C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Vu la gueule du budget, est-ce que tu penses que le Cornu va respecter son engagement de non-utilisation du 49.3 ? Moi, je pense que c'est pas acquis. Bah, s'il le fait, il va se faire censurer en fait. Donc c'est pour ça. Mais justement, je pense que dans la suite de l'article, ils vont parler de ça. Comment cet amendement fait que toute la stratégie de budget de compromis va voler en éclats parce que personne va vouloir le voter, ce budget-là, à la fin. Voilà. Ok. À ce moment-là, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Car, avec le vote de cet amendement à 26 milliards, justement, voilà, c'est ce qu'on disait, la copie budgétaire qui ressortira du Palais Bourbon sera tout simplement invotable par les macronistes. Ce qui fait penser à ce qui s'était passé sous Michel Barnier. Sous Michel Barnier, c'était déjà ça. Mais pourquoi ? Parce que les macronistes n'étaient même pas dans les discussions budgétaires. Ils étaient pas là, ils étaient en vacances. Parce que de toute façon, ils étaient en mode, on s'en bat les couilles, on va passer par 49.3. Qu'est-ce qu'on s'en branle de perdre notre temps à essayer de voter contre les amendements de la gauche. Du coup, il y a eu plein d'amendements de gauche et du NFP, etc., etc. Et à la fin, Éric Coquerel lui-même, qui était déjà président de la commission des finances, disait on s'est retrouvé via le travail parlementaire d'amendements de la gauche, et même parfois un peu du RN, mais surtout de la gauche, en réalité du NFP, qui existait encore bel et bien à cette époque-là. Grâce à ça, on a fait un budget qu'il appelait NFP compatible. Et en gros, les macronistes étaient en mode on va pas le voter le budget, on va faire un 49.3 pour retourner à la version initiale sans les amendements. Vous voyez ? Sauf que là, ils ont promis de pas utiliser le 49.3. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le budget, effectivement, sera tout simplement invotable par les macronistes parce que c'est un budget NFP compatible. Ce qui est un petit peu ce qui s'était passé avec Michel Barnier. Et ça finit comment avec Michel Barnier ? Il s'est fait censurer comme une merde. Donc, est-ce que ça va finir en censure, cette histoire ? Est-ce que l'impasse budgétaire est toujours plus présente et qu'à la fin, ça va finir en belle grosse censure, peut-être même en dissolution de l'Assemblée nationale ? À voir. À voir. En quelques minutes, les espoirs des socialistes d'aboutir à un consensus avec Sébastien Lecornu ont été réduits à peau de chagrin par l'action conjuguée de leurs partenaires de gauche et de l'extrême droite. Ce soir, la preuve est faite qu'il n'y a pas d'échappatoire pour ce budget, que personne ne votera et qui sera battu, résume Éric Coquerel. Tout à fait. Ce fameux budget patchwork, ce fameux budget Frankenstein fait que à la fin, il sera pas voté parce qu'il sera satisfaisant pour personne. Typiquement, ça peut être un budget, on taxe les riches. Ouais, ça donne envie à la gauche de voter, mais pas à la droite. Et à côté de ça, on réduit la dépense publique et on casse totalement les services publics. Ça donne envie de le voter à la droite, mais pas à la gauche. Du coup, à la fin, le budget sera satisfaisant pour personne. On taxe trop les riches pour la droite, mais on casse trop les services publics pour la gauche. Qui va le voter à la fin ? Personne. C'est de la merde. On voit bien l'impasse à la fois de ce qui se passe là et de la stratégie du PS. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder justement au passage ce que Éric Coquerel a dit à propos de tout ça. Qui me semble très certainement présenter un amendement qui me semble très certainement le plus vertueux, juste et efficace en matière de justice fiscale, qui avait été présenté l'an dernier et qui avait été adopté dans cette Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'il corrige en réalité deux situations. D'abord, l'inégalité de fait entre les entreprises en France devant l'impôt, et ensuite l'optimisation réalisée par les multinationales. Inégalité, on l'a dit hier, le taux implicite brut de l'impôt, c'est 14% pour les grandes entreprises, 21,4% pour les PME. Mais il y a une plus grande injustice. Il y a eu un petit montage. Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. Alors, c'est ce qu'on dit quand on parle des ménages, c'est ça. Tu vois, c'est en mode comment ça se fait que le Français moyen paye à peu près 50% d'impôts par rapport à ce qu'il coûte à son patron. Là où le milliardaire paye genre 15%, quelque chose comme ça. Ou 20%, je sais plus. Comment ça se fait que quand tu vas chez les très riches, proportionnellement, ils payent moins d'impôts que les classes moyennes ? C'est toute la question, justement, de la taxe Zuckman, etc., etc. Mais en fait, c'est aussi pareil pour les entreprises. Comment ça se fait que la petite PME française, bien de chez nous, qui crée de l'emploi, du vrai emploi bien stable, comment ça se fait qu'ils payent proportionnellement plus d'impôts que les multinationales ? C'est le même sujet. Comment ça se fait que l'impôt devient régressif quand tu vas chez les très très gros ? C'est le même sujet. On peut le dire pour les ménages. Typiquement, c'est tout le débat sur la taxe Zuckman. On peut le dire aussi pour les multinationales. 25%, oui, c'est peut-être ça. C'est en mode, c'est 25%. Tu prends un milliardaire, il paye en moyenne 25% d'impôts. Là où quelqu'un de classe moyenne, entre guillemets, va payer 50% d'impôts. Mais c'est pareil pour les entreprises. Comment ça se fait que les multinationales sur le sol français ne payent sur la base des bénéfices réalisés en France qu'en moyenne 15%? Ça n'a pas de sens. Encore que nous avons d'ailleurs décrit avec Jean-René Cazeneuve lorsque nous avons fait une mission d'information sur la fiscalité des entreprises, c'est toutes les entreprises... Merci le Romarin, merci beaucoup pour ton 13e mois. ...qui peuvent manipuler des prix de transfert, localiser des actifs incorporels dans les paradis fiscaux, faire des emprunts intra-groupe contractés auprès d'une filiale située dans un pays à faible fiscalité qui permet à ces dites sociétés, vous aurez connu les sociétés multinationales, de déduire de leurs bénéfices imposables une partie de leur charge d'intérêt. Le bilan, c'est que chaque fois qu'il y a une étude
sur cette question, on estime que le manque à gagner en France est d'environ 34 milliards d'euros. C'était 34 milliards d'euros, ça commence à faire beaucoup. Hein. Pour vous dire justement l'objectif de pas de Bayrou, l'objectif de Sébastien Lecornu, qui était le même objectif que Bayrou, revient un tout petit peu à la baisse, c'était de réduire le déficit français d'à peu près justement 34 milliards. Voilà. Il voulait 44 milliards de réduction du déficit, Bayrou, bon il s'est fait censurer comme une merde, et Lecornu c'était plus autour de 30-35. Donc ça veut dire que là, selon le Centre d'études des perspectives et d'information machin bidule, bah, ces 34 milliards de manque à gagner, c'était déjà l'objectif de réduction du déficit du gouvernement. Et qui voulait faire une purge austéritaire pour atteindre cet objectif. Donc là, encore une fois, ça montre bien que si on lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales et des très très grandes fortunes et des milliardaires, en réalité, l'objectif de réduction du déficit, y compris qu'ont les macronistes, tu peux le faire facilement. Tu peux le faire facilement. Et en vérité, tu vas chercher ces 34 milliards-là, tu vas chercher tout le reste. Non seulement tu peux réduire le déficit, premièrement, et deuxièmement, tu peux réinvestir de l'argent dans les services publics qui sont totalement exempts, quoi. Remettre de l'argent dans l'éducation nationale, remettre de l'argent dans la sécurité sociale, le remboursement des soins, remettre de l'argent dans notre système de retraite, ce qui permet aussi de garder la retraite à 62 ans, typiquement, remettre de l'argent dans l'hôpital public, voilà. Là, c'est 34 milliards, mais il y a bien plus à aller chercher en réalité. Si tu allais chercher tout l'argent par une fiscalité réellement juste, tu aurais de quoi réduire le déficit et sauver nos services publics, les deux. Tu pourrais faire les deux avec tout cet argent. Et là, quand tu regardes ce chiffre de 34 milliards, déjà, c'est à peu près l'objectif de Lecornu de réduction du déficit. Donc, allons chercher l'argent là où il est. Inspirons-nous de Joseph Cailleux, qui a mis en place l'impôt sur le revenu en 1914. C'était par orthodoxie budgétaire, c'était par volonté d'avoir les comptes de la France à l'équilibre qu'il a fait un impôt progressif et qu'il a été chercher l'argent de ceux qui gagnaient très bien leur vie. C'était pas pour redistribuer. On peut le faire pour ces raisons-là aussi. Donc ça suffit, un peu de pragmatisme, si vraiment on a un problème de déficit, allons chercher ces putains de 34 milliards d'euros et basta, quoi. Milliards d'euros. C'était vrai en 2015. Étude du Centre d'études Inspirons-nous de Henriette Cailleux, de Joseph Cailleux déjà. Pour Henriette Cailleux, c'est à votre propre discrétion. Prospective et d'information internationale. C'est vrai en 2022 d'une étude qui a été... On a des dog whistle, Henriette Cailleux. Le dog whistle. Oh, ils vont faire une Henriette Cailleux, ceux-là. Vas-y, c'est le moment de faire une Henriette Cailleux. Le nouveau dog whistle. C'est pas dire dans Roblox, c'est dire Henriette Cailleux chez nous. Faire une Henriette. Menée par plusieurs économistes et qui porte les mêmes... C'est Caillot ? Ah merde, putain. C'est Caillot, je crois que c'était Cailleux. Autant pour moi, Caillot. Porte les mêmes conclusions. Alors de quoi s'agit-il ? Tout simplement de corriger cet état de fait en faisant un calcul qui permet au prorata du chiffre d'affaires réalisé en France, à partir du moment où le bénéfice déclaré par la société en France est complètement déconnecté de ce chiffre d'affaires, okay. Et qu'on peut donc supposer qu'elle l'a réalisé notamment en allant permettant de délocaliser leurs profits dans des paradis fiscaux. C'est souvent en Irlande pour les GAFAM par exemple. Corriger cet état de fait. Bien. Pourquoi il est rentable ? Parce que l'année dernière, nous l'avons estimé à 26 milliards d'euros. Donc c'est dire que c'est un apport pour les recettes, juste pour les entreprises, et que ça a été repris dans l'article d'équilibre qui a été fait par le gouvernement à la fin de la discussion sur les recettes Barnier. Okay. Je dois dire en plus que si la France procédait ainsi, nous pourrions ouvrir une voie. Pourquoi ? Parce que c'est un mal mondial. Aujourd'hui... Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est des discussions. Faire un impôt plancher pour les GAFAM, c'était beaucoup pour les GAFAM qu'on en parlait. Faire un impôt plancher pour les GAFAM qui font du bénéfice en Europe et qui paient quasiment que dalle d'impôts, c'est des discussions que la gauche du Parlement européen avance depuis des années et des années et des années. Hein. Je sais que c'était il y a 4-5 ans ou un truc comme ça. Justement, même les macronistes, ils disaient, regardez, on a avancé, on va taxer un peu mieux les GAFAM, c'est pas normal qu'ils fassent ça. Je veux dire, c'est assez consensuel comme combat de gauche, on va dire, et c'est pas que la gauche la plus de rupture ou la gauche la plus radicale qui le porte au Parlement européen. Effectivement, c'est pas un problème qui est uniquement français, et c'est un truc dont on parle beaucoup à l'échelle de l'Union européenne. Mais bon, ça parle beaucoup derrière, ça fait pas grand-chose. Les GAFAM et les multinationales continuent à se gaver de dividendes et de bénéfices en contournant l'impôt. Mais effectivement, du coup là, on est au cœur d'un sujet qui est très très important. Si la France commençait à mettre ça en place pour de vrai, eh ben peut-être que l'Union européenne, quasiment dans son intégralité, pourrait commencer à le suivre, sachant que c'est déjà des discussions qu'on a beaucoup à l'échelle de l'UE. Salut Elias, comment ça va ? T'as fini ton live du coup ? Je pourrais pas te raid. C'était bien ? Vous avez parlé de ça aussi un peu ? Vous avez parlé de ces sujets-là ? N'hésitez pas à aller follow Elias Fusroda, bien sûr. Shout out. Elias _ Fusroda. N'hésitez pas à aller le follow dès maintenant. Un collègue streamer qui fait des trucs un peu questions pour un champion et actualité politique. Bon, franchement, grotesque. Hein. Il fait des matinales. Voilà.
Voilà. Si un jour vous êtes là, vous êtes en mode putain, il y a pas Ribot dans la sauce ce matin, il stream pas. Putain, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Bah, n'hésitez pas à aller sur le stream de Elias Fusroda s'il stream quand je suis pas là. Ou même de me faire des infidélités. Voilà. Bref, putain, j'ai plein d'appels, je sais pas ce que c'est. Casez-vous, la pub. Ok, on reprend. Dans les 2800 milliards réalisés à l'étranger par les multinationales, un tiers sont des profits délocalisés dans les paradis fiscaux et la moitié, c'est dans l'Union européenne. Merci, donc la France doit ouvrir aujourd'hui la voie pour corriger ce phénomène et apporter de l'argent par milliard à ses recettes. Merci. Il faudrait peut-être arrêter... Merci. Bon, on va s'arrêter là. On regarde la suite. Non, on regarde la suite. Allez, on y va. Il faudrait peut-être arrêter ce concours d'élégance qui consiste Dis bien, Eric. De toute façon, sur les questions budgétaires, il n'est pas président de la commission des finances pour rien, Eric Coquerel. Donc, tout ce qui est discussion budgétaire, dès que ça devient un peu technique, c'est vraiment l'homme de la situation, je trouve. Moi, j'aime beaucoup l'écouter parler. Il explique bien, il connaît archi bien ses sujets. Et puis, il porte la ligne de LFI haut la main, quoi. Tête haute, plutôt. Savoir qui, ici, est une force de gouvernement ou pas. Je vous rappelle que la taxe qui a été votée aujourd'hui faisait partie du programme de la coalition arrivée en tête aux législatives l'an dernier. Et contrairement à vous, elle aurait eu légitimité à gouverner. Bah, dis bien. Ça c'est mon Eric, ça. Dis bien. Ils sont en mode genre, c'est honteux, vous allez couler la France. Ah ouais. Bah, c'était dans le programme de ceux qui sont arrivés en tête aux législatives. Vous allez faire quoi en fait? Vous n'aimez pas la démocratie? Allez, niquez vos mères. C'est la première chose. La deuxième rappelle chose, juste la base, il mais faut c'est important. arrêter de dire aussi n'importe quoi. Premièrement, ce n'est pas contraire au pilier 2. Parce que le pilier 2 qui fixe un minimum de 15% d'impôt sur les sociétés, ce minimum, même s'il est souvent traduit ainsi, c'est pas un plafond maximum. Oui. Donc les États ont le droit, et d'ailleurs souvent la taxe moyenne est au-dessus, de taxer comme elle l'entend au-dessus de ces 15%. Et troisièmement, il n'y aura pas non plus, arrêtez de dire n'importe redéfinition, de renégociation des accords bilatéraux, tout simplement parce que l'imposition se fera ici en France par rapport à ces multinationales selon le calcul que nous aurons décidé souverainement dans cette Assemblée nationale. Et donc non, il n'y a pas à renégocier des accords bilatéraux. Ça devient trop compliqué. Renégocier des accords bilatéraux, c'est par rapport à l'Union européenne, quoi. Il y a des directives européennes. Les gens, ils sont en mode, mais vous n'avez pas le droit de taxer à 25%. C'est 15%, ils ont dit l'UE. Alors que non, l'UE a dit qu'il devrait y avoir un minimum de 15% d'imposition sur des bénéfices faits en Europe pour les multinationales qui ne le font pas. Déjà, c'est à peine respecté, c'est pas respecté, et on a le droit de faire plus. Tout à fait. Ok, bon voilà, on y voit un petit peu plus clair sur sur le contenu de ce fameux amendement, etc. Mais ouais, j'ai un autre extrait après. On va continuer l'article pour voir un petit peu justement quelles conséquences ça va avoir ou ça peut avoir sur le vote ou non-vote du budget, quoi. Ok. En fin de semaine dernière, le PS était encore confiant. Ils étaient en mode genre, non, c'est bon, on va faire la taxe Zuckman Light, on va s'arranger avec le cornu, on va faire atterrir ce budget. Entre des débats de bonne tenue dans un hémicycle presque plein, le démarrage plutôt favorable des discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, en commission, et les échanges nombreux et fluides, je cite fluides, entre Sébastien Lecornu et Olivier Faure, le parti affichait, donc le PS, affichait intacte son ambition de gagner son aventureux pari. Arracher 15 millions d'euros supplémentaires de recettes via la taxation des ultra-riches et des grands groupes en échange de sa non-censure du gouvernement. Ok, donc ça c'était le plan, le PS est en mode genre non. C'est bon. Salut, j'étais en cooldown de 10 minutes avant de poster mon premier message. Tout est vrai pour les soirées psy de la péniche cinéma, c'est drôle. On continue toujours là-bas et ailleurs. Ok, j'avoue, moi je suis plus trop dans le game. Mais oui, j'ai fait des soirées à Techno sur la péniche cinéma. Ça me c'était il y a bien... C'était pas il y a 10 ans, ça devait être en 2016, 2015, 2016. Quelque chose comme ça, quoi. Donc ouais, il y a bientôt 10 ans. Ah, incroyable. On retrouve plein de gens comme ça sur Twitch. C'est fou. Stylé. Bon, vous aviez Techno, vous aviez un pied un peu dans le milieu de la free party aussi, non? Ou c'est plus un pied dans le milieu psytrance? Je sais plus exactement. Il me semble qu'il y avait aussi des mecs qui mixaient en free party, qui mixaient dans ces soirées à l'époque. De la techno avec un K. Bref. Trop cool en tout cas. C'est cool. Si un jour je cherche une soirée, que je me retrouve sur une soirée AZ Techno, n'hésite pas à venir me parler, bien sûr. On pourra discuter politique et musique. Donc j'en étais où? Oui, le PS avait l'air bien parti, et là, patatras, en fait, cette histoire d'amendement à 26 milliards dans le PLF, ça fait que là, c'est plus les macronistes qui sont pas contents. Voilà. Olivier Faure est d'une nature certes très optimiste, mais il est peut-être possible de trouver un chemin. Pouvait-on ainsi entendre dans les rangs du groupe de Boris Vallaud jusqu'à la séance de mardi? Un compromis est en cours. Le Parlement s'est remis à débattre sur des sujets de fond, et ça se passe bien. Se félicitait aussi la députée Prisca Thévenot, porte-parole du groupe EPR, donc c'est le groupe macroniste, de Gabriel Attal, à l'Assemblée, assurant que sa famille politique tiendrait son engagement
a voté le budget. Alors c'est bizarre parce que Prisca Thévenot, elle est moins optimiste. Regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle a dit, Prisca Thévenot, dans cette histoire. Donc ça, c'est juste après que ce fameux amendement à 26 milliards a été voté, avec à la fois le Rassemblement national qui vote et la gauche, le NFP en gros. Mise en cause personnelle. Je trouve ça quand même assez savoureux d'entendre aujourd'hui des collègues de gauche hurler à la mise sous pression, à l'incapacité de ma famille politique de réfléchir, quand vous avez fait voter en début de soirée un article écrit mot pour mot, à la lettre près, par Attaque. Cet article, cet amendement... C'est quoi le souci avec Attaque ? C'est l'entrisme de Attaque à l'Assemblée ? C'est quoi le problème avec Attaque ? Attaque, c'est un... Je sais plus, attends, je sais plus exactement. Je confonds avec Anticor à chaque fois. Attaque France dans notre monde est possible. Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Voilà, c'est un collectif qui existe dans plein de pays, qui est en mode genre, oh là là, il faut taxer plus les riches. C'est une asso. Bah ouais, c'est cool. C'est du lobbying, ça. Votre texte est écrit par Attaque. On rappelle Macron ? Ce qu'il a fait par rapport à l'implantation de Uber en France, là, quand il est arrivé président de la République, c'est honteux, c'est directement Attaque qui écrit vos amendements. Vous, c'est directement McKinsey qui ont écrit vos lois et vous les avez payés 2 milliards. Ça va, c'est directement des lobbyistes de Uber qu'on fait élire Emmanuel Macron. Non mais ça va 5 minutes, Prisca Thévenot, il va falloir se calmer là. Cet article, cet amendement que vous avez fait voter main dans la main... Oui, c'était avant qu'il soit président, juste avant qu'il soit président, qu'on était ministre de l'économie, quoi. Avec vos partenaires de toujours, le Rassemblement national. Vos partenaires de toujours, NFP, RN, même combat, vous faites que vous unir pour nous taper dessus. Qui croit encore à ces balivernes, quoi ? Vraiment. De toute façon, la Macronie est finito. La Macronie est finito, elle s'effondre totalement. Il n'y a plus de Macronie. Il n'y a plus de Macronie, même pour les municipales, ils vont même pas se présenter en tant que macronistes pour beaucoup. Ils se diront « Oh non, je suis du Modem. Oh non, je fais partie de tel parti. » Ils mettront même pas Macron sur leurs affiches, il n'y a plus de Macronie. Et les arguments macronistes par essence de dire « C'est nous contre tous les autres, les extrêmes se rejoignent du PS au Rassemblement National en passant par LFI, ce sont tous des dangereux bolcheviks. » Ça ne marche plus, ça ne prend plus, Prisca Thévenot. Avance un peu, c'est finito, tes arguments ne prennent plus. Et je le dis assez simplement, oui, vous nous trouverez toujours contre vous, debout, pour en finir avec cette folie fiscale. Ça fait des semaines, des jours qu'on vous entend parler de taxes, d'impôts, jamais de créativité, jamais... De créativité ? C'est quoi le rapport avec la créativité ? Au lieu de taxer, de mettre des impôts, pourquoi vous peignez pas, faites pas des peintures à l'huile ? Pourquoi vous écrivez pas de la musique ? Faut être plus créatif. Ils sont où les créateurs de contenu de gauche ? Parlons aquarelle. de récompenses pour celles et ceux qui entreprennent dans notre pays. Et c'est On parle des multinationales qui payent moins de 15% pour beaucoup d'impôts sur leurs bénéfices réalisés en France. Non mais stop quoi, ça va. Nos entrepreneurs, les entrepreneurs qui font avancer, qui créent de l'emploi dans ce pays, si vous voulez les appeler comme ça, ils payent bien plus que ça, ils ne sont pas concernés par cette taxe. Le mec qui fonde sa boîte, qui a 10 employés, qui crée de l'emploi en France parce qu'il a une super idée, des emplois industriels de bonne qualité, etc. Il paye déjà plus de 25% d'impôts sur ses bénéfices réalisés en France. Il faut arrêter les conneries, quoi. Qui croit encore à ces balivernes à part Jean-René Cazeneuve ? Je vous pose la question. Eux qui participent à maintenir notre protection sociale. C'est eux qui participent à faire en sorte que notre bilan social... On parle d'entreprises comme Amazon, Apple, Microsoft. C'est d'entreprises comme ça dont on parle, hein. continue à exister, et pas grâce à vous. Ah oui, nos glorieux entrepreneurs comme Amazon, qui exploitent le prolétariat français pour des clopinettes, et pour que Jeff Bezos, qu'on salue, hein, mais Jeff Bezos qui est mon patron plus ou moins, soit un multi-giga-milliardaire, oui très bien, qui a licencié 3000 personnes il y a encore très peu de temps. Il faut protéger ces gens-là qui avaient créé de l'emploi. Pardon, Prisca Thévenot ? Vas-y, va dans un entrepôt Amazon. Fais une semaine dans un entrepôt Amazon, Prisca Thévenot. Une semaine, vas-y. Tu verras si c'est si bien que ça. Tu verras s'il faut leur laisser le champ libre pour qu'ils payent 3% d'impôts sur leurs bénéfices réalisés en France. Oh là là, c'est pathétique. C'est pathétique, mais voilà. Pourtant, Prisca Thévenot, effectivement, à la base, elle était plutôt optimiste. Un compromis est en cours, le Parlement s'est remis à débattre sur des sujets de fond et ça se passe bien, se félicitait la députée Prisca Thévenot. Encore il y a 3 jours. Mais il y a 2 jours, là, elle est colère. Elle est en mode quoi ? Mais le compromis, ça peut pas être une taxe sur les multinationales, c'est mort, ça je veux pas, hein, ça je veux pas. Eh ben écoute, ne vote pas le budget, puis on verra ce qui se passe. Tu vas peut-être te faire censurer, mais après, bon, c'est comme ça. Faut assumer. Bref, allez, on va finir l'article. Quelques heures plus tard, un vent de fronde a toutefois commencé à souffler dans les rangs macronistes. Et c'est là que c'est intéressant. Yassoni Bakou, merci, j'ai vu que tu veux m'envoyer un message et tout, mais j'ai pas pu le... Ok. Quelques heures plus tard, un vent de fronde a toutefois commencé à souffler dans les rangs macronistes.
En cause, le manque de concertation par le Premier ministre du groupe présidé par Gabriel Attal, donc le fameux groupe EPR, Ensemble pour la République, qui est le groupe qui correspond à Renaissance, le parti macroniste. Le manque de concertation par le Premier ministre du groupe présidé par Gabriel Attal, de fait mise au pied du mur des deals réalisés au fil de l'eau avec le PS, et les nombreuses couleuvres à avaler découlant de ces discussions avec les socialistes, à commencer par, je cite, l'anaconda, selon la formule d'un macroniste, de la fameuse taxe Zuckman qui sera examinée en séance vendredi 31 octobre, c'est demain. Nous n'avons pas été élus pour voter cette folie économique. Mieux vaut encore que le gouvernement tombe. Festin député EPR dans les couloirs du Palais Bourbon mardi matin. Voilà, c'est ça que je voulais lire. C'est pour ça que je voulais lire cet article. Ça, quand tu regardes juste les extraits, t'as pas ça. Il faut lire des articles de presse où les gens ont été au Palais Bourbon à interroger des députés qui parlent à moitié en off. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mieux vaut encore que le gouvernement tombe. Alors moi les deux issues me vont. Si c'est en mode soit on taxe à hauteur de 26 milliards les multinationales, je suis content. Si le gouvernement tombe, je suis content aussi. Donc on est quand même dans un cas de figure où moi je suis content. Dans tous les cas, je suis content, vous voyez. Ah, c'est eux maintenant le chaos. Et oui. On est les seuls à faire des efforts. J'ai du mal à voir les pas que fait le PS en notre direction. Déplorer aussi la députée modem Perrine Goulet. Mais Perrine Goulet, ça se voit qu'elle est pas de gauche, hein. Vous voyez vous autres la gauche, le chat. Vous voyez les pas qu'a fait le PS dans la direction de la Macronie. Nous, on voit très bien ce que c'est. On appelle ça de la trahison. À raison. Littéralement, le PS a trahi toutes les convictions sur lesquelles il a été élu, le programme du NFP, pour aller gratter des vieilles miettasses pourries à la Macronie. Et la Macronie dit quoi? Ils sont en mode genre, le PS, ils font aucun effort pour nous, c'est que nous, on fait des efforts pour eux. Le PS a sauvé votre cul il y a une semaine. Ça va, soyez un peu reconnaissants, genre. Vraiment, le PS trahit la gauche, s'isole du reste de la gauche. Pour au final que même les macronistes sont en mode genre le PS il est nul à chier avec nous, il fait pas de pas en notre direction. Bah ça valait bien la peine de trahir le PS. Super, hein, super. Du coup le reste, les électeurs de gauche vous détestent et même le modem vous déteste toujours autant en fait. Le PS c'est pas la gauche. Oui, quand je dis ça, je parle du cadre parlementaire français. Ok, voilà. Comme quand on parle du Parti démocrate dans le cadre de la politique américaine. Parfois je dis la gauche américaine. Effectivement, le Parti démocrate américain, c'est pas vraiment la gauche. Je suis d'accord. Mais bon, moi je connais des gens qui sont en mode LFI, déjà c'est pas vraiment la gauche, c'est la politique bourgeoise. Tout ça, c'est des traîtres de la politique bourgeoise qui vont finir par nous enculer s'ils arrivent au pouvoir comme Mitterrand il a fait. Moi j'en connais des gens qui disent ça aussi. Donc à jouer à c'est pas la gauche, c'est la gauche, oui, je sais très bien. Mais à ce moment-là, on peut très bien dire LFI, c'est de la politique bourgeoise et c'est de l'enfumage. On peut aussi dire ça, hein. Voilà, il y a des gens qui considèrent que LFI c'est déjà c'est du PS en un peu mieux quoi. Donc voilà. Team premier degré, mais non, c'est pas la team premier degré, c'est pas forcément ça, mais c'est juste que voilà, quand je parle de ça et que je parle dans le cadre parlementaire, à partir du moment où le PS a été élu dans une coalition NFP dans lequel il y avait le reste de la gauche, dont LFI, de fait, dans le cadre parlementaire, ils sont mis à gauche. Alors après, c'est la gauche de droite, moi je suis bien d'accord. Quand tu mets le PS en parallèle avec LFI, c'est qu'il y a des gens très très radicaux, quand je parle de LFI, quand nous on suce LFI, ils sont en mode genre, mais LFI c'est déjà de la politique bourgeoise, c'est déjà la trahison en fait, LFI. Voilà, c'est pour ça que je veux dire. C'est que chacun voit pas midi à sa porte, mais je veux dire, chacun a sa manière de voir les choses, quoi. Voilà. Juste que normalement, oui, bon d'accord, je parle du contexte parlementaire français. C'est juste que quand on parle de ça, c'est des discussions de SOSDEM en fait. Quel amendement a été voté dans le cadre de l'Assemblée nationale? Ça, c'est des discussions de SOSDEM en fait. Voilà. Déjà, de base. Et dans tous les cas, là-dessus, PS et LFI sont dans la même team de fait, hein, à avoir voté les mêmes amendements, etc. Après, ça serait bien de regarder dans les discussions budgétaires sur les amendements, quels amendements ont été votés en commun par le PS et LFI. Pour voir à quel point dans le cadre parlementaire, quand même, dans le cadre parlementaire, hein, uniquement, il y a des trucs où ça peut se rejoindre plus qu'on ne le pense. Hélas. Mais c'est qu'encore une fois, le cadre parlementaire, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique dans le monde, hein, en France. C'est ça. Hein. C'est que là, vraiment, quand on parle de débat budgétaire à l'Assemblée nationale, il faut rester dans le cadre du débat budgétaire à l'Assemblée nationale aussi, quoi. Voilà. Bref. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'en étais là. Perrine Goulet du Modem chie sur le PS. Donc le PS, vraiment, ils se mettent tout le monde à dos. Hein. C'est super, bravo. Très bon move, Olivier Faure. Génial. Quel fin stratège. Le Mozart de la stratégie politique, finalement. Voilà. Bon, bref. On verra comment ça se goupille, tout ça. Est-ce que le PS va finir du coup par censurer parce que c'est trop traquenard cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ils font ça qui dissolution. Ils seront juste tirés une balle dans le pied comme des couillons. Voilà. Lundi, les discussions autour de l'impôt sur les bénéfices des sociétés réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avaient déjà échaudé bon nombre de députés du camp présidentiel. Alors que plusieurs d'entre eux s'opposaient au maintien d'une surtaxe temporaire concernant les grands groupes, d'un rendement de 8 milliards en 2025, et que le gouvernement avait prévu de faire descendre à 4 milliards pour 2026,
Roland Lescure a déposé un amendement pour le ramener à 6 milliards. Donc ça, voilà, il y avait déjà une taxe temporaire exceptionnelle sur les grands groupes qui faisaient beaucoup de bénéfices, déjà sous le budget Bayrou, mais comme c'était exceptionnel, là la question c'était on maintient, on pérennise dans le temps, on réduit, qu'est-ce qu'on fait? Et normalement, voilà, c'est 8 milliards, on était censé les garder, et Roland Lescure est en mode genre, ah non, ça sera plus 6 milliards. Donc il y a déjà, sur les trucs de la taxation des riches, des points d'échafaudage, on va dire. D'échaudage, pardon. Une manière de couper la poire en deux entre le desiderata du PS et les réticences d'une partie de son propre groupe, expliquait le ministre sous les railleries du RN et de la France Insoumise, dénonçant, je cite, des discussions secrètes entre le gouvernement et les socialistes. Effectivement, c'était en mode genre, oh là là, nous on aimerait que ça soit 4 milliards de taxes, eux ils aimeraient que ça soit 8 milliards, on va faire 6 milliards. C'est le compromis. Ouais, c'est la merde, voilà, moi je te le dis. Non, je te le dis gentiment, Un compromis, ça fait mal. Y compris à celui qu'il propose, a justifié celui-ci, donc on parle de Roland Lescure, après une longue suspension de séance destinée à permettre aux troupes de Gabriel Attal, particulièrement contrariées de n'avoir pas été prévenues de cette initiative, de se réunir en urgence pour aviser de la suite. Donc la Macronie ne sait pas sur quel pied danser. En même temps, normalement, s'il y a un truc qui définit la Macronie depuis 8 ans, c'est... Ils ne font aucun compromis. Ils avancent tête baissée, ils baissent tout le monde en passant de manière autoritaire et au forceps systématiquement. Donc là, ils sont en mode genre, attendez, on doit faire des compromis, on doit faire une réunion, on sait pas faire ça d'habitude. Bah oui. Vous n'avez pas été formés à ça, les macronistes. Rappelle que pendant 5 ans, les députés macronistes, on les surnommait les députés Playmobil. Parce qu'ils faisaient que juste voter ce que Macron leur disait de voter. Littéralement. Hein. Donc là, ils sont en mode genre, oh non, c'est du vrai truc parlementaire. Comment on fait? Bah ouais, vous n'êtes pas formés à ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finalement, l'amendement gouvernemental a été adopté grâce aux voix de toute la gauche contre les macronistes. La moitié du groupe EPR s'étant prononcé contre. Ok, donc ça c'était le truc du compromis. Là on parle pas de la taxe à 26 milliards, là on parle du compromis sur la taxe exceptionnelle entre guillemets sur les sociétés réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Ok, donc ça normalement c'était censé être un compromis entre le PS et Sébastien Lecornu, où ce serait bon. C'est 6 milliards. Donc logiquement, le PS aurait dû le voter et les macronistes auraient dû le voter, puisque c'était un compromis issu des discussions entre le Cornu et le PS. Vous voyez? Et pourtant, la moitié du groupe macroniste s'est prononcé contre. Donc ça montre bien que leur histoire de compromis et de discussion, ça marche super mal en fait. Ça marche super mal parce qu'une partie des macronistes sont en mode c'est quoi ce budget de gauchiste? Non, moi je voterai pas ça, je m'en bats les couilles du PS. Ah bah bravo. Ah c'est super plan. Encore une fois, super plan, bravo. Hein. Quel mastermind d'Olivier Faure, trop fort. Hein. Un mauvais signal, en effet, reconnaissait le socialiste Laurent Baumel en sortant de la séance, jugeant sidérant que feu le bloc central ait rejeté l'amendement. Et oui, comme quoi les discussions avec le bloc central, à un moment donné, ils vont toujours finir par vous chier dessus, vous avez pas appris la leçon? Bah bien fait. L'épisode a participé à assombrir l'ambiance à l'Assemblée. Entre les débats qui traînent et l'éléphant dans la pièce qui est le passage par ordonnance, on est en train d'enterrer le budget, estime le député Lyotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, qui s'appelle Harold Howard, que je connais pas du tout, lassé du spectacle donné par ce théâtre parlementaire. En dépit des négociations parallèles entre le PS et le gouvernement, le rythme des débats nous fait penser qu'on va tout droit vers les ordonnances, abonde l'insoumise Claire Lejeune, que vous connaissez probablement, elle était même chez Backseat à un moment donné, et maintenant elle est députée. Elle est vraiment cool Claire Lejeune. Moi j'avais découvert aux Amphis 2022, elle avait fait tout un truc avec un chercheur sur la planification économique au service de la lutte pour l'écologie. C'était un immense banger. Moi, c'est vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur, comme vous le savez. C'est pour ça que je suis ce Xi Jinping parfois. Claire Lejeune avait fait une super table ronde avec un chercheur trop stylé aux Amphis 2022. Moi, c'est là que j'avais découvert à la base. Après, j'ai vu qu'elle était à Backseat. J'étais en mode ah cool. Et maintenant, elle est députée insoumise et elle fait du très bon taf. Voilà. SO Claire Lejeune. C'était avec Cédric Durand, je pense. Je crois que c'était Cédric Durand, bam. D'ailleurs, j'ai pas répondu à ton message. Je suis désolé. J'ai fait exprès de le garder non lu en mode genre quand j'aurai le temps, je le répondrai. Et là, les 15 pages sur Alexander Loud, je les lirai pour le coup. Si c'est que 15 pages, je vais quand même faire un effort. Salut Kron, ça va? Attendez, Cédric Durand, je crois que c'est lui. Il était vraiment cool et en plus, il était sympa, il avait du bagou. C'était Cédric Durand? Ah, c'était peut-être Cédric Durand. Comment bifurquer? Ouais, ça avait l'air d'être ça. C'était peut-être Cédric Durand, ouais. Bref, en tout cas, là. SO Claire Lejeune, franchement, elle est vraiment cool. Moi, je l'aime beaucoup. Ok, donc oui, effectivement, le rythme des débats nous fait penser qu'on va tout droit vers les ordonnances. Ça veut dire que les débats parlementaires ne seront pas finis sous 70 jours, 50 jours pour le PLFSS, et du coup ça pourrait aller vers des ordonnances, et du coup c'est Macron par ordonnance qui décide de faire passer le budget au forceps. Et là après on se pose des questions, c'est s'il y a une censure à ce moment-là, est-ce que du coup ça empêche le budget de se faire ou est-ce que le budget passe quand même par ordonnance? Est-ce qu'il y a une loi d'urgence qui vient tatati tatata? Là on rentre dans l'inconnu. On rentre dans l'inconnu et cet inconnu on va probablement y arriver tout droit parce que là ça patine les discussions budgétaires. Personne n'est content du texte à l'heure actuelle. Donc si ça finit en ordonnance et que ça repart sur une version non amendée ou je ne sais quoi, ça va puer la merde et là le PS aurait toutes les raisons de dire bah si c'est comme ça on censure.
Et si ça censure, là, on rentre un petit peu dans l'inconnu. Dissolution, pas dissolution, ça va dépendre du calendrier, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est compliqué, c'est très compliqué, et surtout, c'est inédit, quoi. C'est vraiment inédit. Ok. Au regard de nombreux amendements restant examinés, plus de 2700, tout le monde a compris qu'à ce rythme, la copie finale du PLF ne pourrait être examinée dans les délais. Mardi soir, après le vote de l'amendement aux 26 milliards, le fameux amendement, une écologie se faisait plus catégorique encore. On passe nos jours et nos nuits à l'Assemblée pour voter un budget qui sera de toute façon mis à la poubelle à la fin, indiquait-elle, priant pour que le PS fasse désormais cesser le supplice et appuie sur le bouton de la censure dans les prochains jours. Et là-dessus, je suis bien d'accord avec cette députée PS, avec ces députés écologistes, pardon, le PS, là, peut-être que c'est bon, vous avez assez de signaux comme quoi cette histoire de négociation et de budget de compromis et de grand retour du parlementarisme, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, on court tout droit vers le mur, arrêtez de nous faire perdre du temps encore une fois, appuyez sur le bouton de la censure, on le censure ce putain de gouvernement, Macron est dissous l'Assemblée nationale, et on va baiser le RN aux élections législatives en faisant monter la gauche avec un putain de programme super stylé, et une contre-proposition et un projet pour les Français à même de mener une belle campagne, niquer la Macronie, tenir la dragée auto RN et progresser à l'Assemblée nationale, non? Au lieu de tout dépolitiser et d'avoir cette vision bêtement gestionnaire de la politique, j'en peux plus. Ah. Vous savez quoi, j'en ai parlé avec Bompard, ça, hier. Parce que oui, maintenant je parle directement avec Manuel Bompard dans les locaux de l'UMA, et voilà, justement on a parlé de ça, c'était en mode genre, bon je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais la discussion c'était en mode genre, putain, en vrai s'il y avait une dissolution, faut pas partir en perdant. La gauche peut progresser après une dissolution. Si on fait des législatives avec une belle campagne, la gauche peut progresser. Le RN progressera, certes, très probablement, mais la gauche peut progresser, quoi. Surtout vu comment Macron il est dans la merde en ce moment, quoi. Let's go, on y va, quoi. Après, faut croire en ses idées, faut croire en la force de ses propositions, et faut croire en le fait de faire une belle campagne, quoi. Mais imaginez, le PS n'avait pas trahi, entre guillemets. Le PS était resté sur sa position qu'il avait encore sous Michel Barnier, censurer les gouvernements illégitimes, ne pas servir de porte de sortie à la Macronie en crise, si le PS s'était comporté exactement comme le PCF et les écolos à l'Assemblée nationale. Et bah peut-être que, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le NFP aurait pu se représenter de la même manière, progresser, LFI progresse à l'Assemblée, le PS aussi, mais bon, tout le monde progresse à l'Assemblée, et à la fin, la Macronie a fondu comme neige au soleil, on se retrouve avec un gros bloc RN, LR et un gros bloc NFP. Dans tous les cas, ça fait progresser la gauche à l'Assemblée. Si le PS, depuis, on va dire, Bayrou, s'était comporté juste, pas de manière absolument exemplaire, c'était juste comporté comme le groupe écologiste et le groupe PCF à l'Assemblée nationale. Il y aurait eu une dissolution, vraisemblablement. Le NFP aurait peut-être pu se représenter tel quel, comme en 2024, et je suis convaincu qu'avec une belle campagne, il aurait pu progresser à l'Assemblée. À la place de ça, le PS est en mode genre non mais de toute façon on peut plus faire des trucs avec LFI parce qu'on prépare notre avenir politique en allant essayer d'aller grailler les déçus du macronisme. Donc en fait non, on va pas censurer parce que de toute façon c'est perdu d'avance, la gauche va perdre des sièges. Mais allez vous faire foutre normalement genre. C'est ça le plus insupportable pour moi. C'est qu'il dépolitise un moment qui était éminemment politique où tout le monde commençait à parler de la démission d'Emmanuel Macron quoi. Là il y avait un coup à jouer pour la gauche pour de vrai. Pour de vrai. Quand je dis la gauche c'est majoritairement LFI, c'est eux qui portent la gauche dans ce pays jusqu'à preuve du contraire. Moi, c'est ça qui me saoule le plus avec ce move-là du PS. Mais il est peut-être pas trop tard. Censuré, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Juste si vous avez flippé de perdre des sièges de députés, et que du coup vous accrochez à vos petits sièges comme ça qui t'a sauvé la Macronie en faisant les pires trahisons de la Terre, bah vous êtes des merdes. Voilà. Bon, c'est pas très nouveau, mais bref. Monsieur, vous êtes bien social-démocrate, je trouve. Bah oui, moi je m'en suis jamais caché. Quand on parle de l'Assemblée nationale, en tout cas, oui, je suis social-démocrate. Quand on parle des mouvements sociaux, je suis pas social-démocrate. Ça dépend. Je marche sur mes deux jambes, tel Olivier Besancenot. Il y a deux loups en moi qui se battent. L'un est communiste révolutionnaire, l'autre est un régulationniste néo-keynésien républicain. Les deux détestent Emmanuel Macron. Voilà. Bon, en tout cas, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire J'en ai marre qu'on perde notre temps avec des discussions budgétaires et des discussions tout court qui ne mènent nulle part. On voit bien qu'il y a une crise de régime, une crise de la démocratie, tout ça mène nulle part. Ça me casse les couilles. Le PS, abréger nos souffrances, voter la censure, on censure le gouvernement, et let's go quoi. Moi j'en ai plein le cul, on s'ennuie, on s'emmerde à la fin. Voilà, ça sera ma conclusion. Et si vous suivez ça sur la vidéo YouTube et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis, lâchez un petit like, activez la cloche et bisous.